Bonsoir, merci pour cette invitation. C'est la première fois que je viens ici, donc je suis ravi de découvrir le lieu et à cette occasion de parler de Lino Brocca. Alors, je suis pas un spécialiste du cinéma philippin, mais il se trouve que quand j'ai débuté au Cahiers, il y a pas mal de temps, en 1980, les Cahiers m'ont ouvert à un cinéma qui m'a beaucoup passionné, qui est le cinéma d'Asie en général. Je parlais de Xiaoxian, j'ai vu le Feng Kuei à l'époque. Puis j'ai fait avec Assayas le Made in Hong Kong 84. Olivier était allé à Taipei où il avait rencontré Edouard Yang et aussi Xiaoxian. Enfin bon, l'Inde aussi. Et c'est vrai que pour le Lido Broca, enfin, ça m'a ouvert. Les cahiers, en tant que journaliste et curieux, ça m'a ouvert à cette cinématographie-là, donc de Chine, de Hong Kong, de Taïwan. L'Inde aussi. Enfin, j'ai rencontré à Nantes en 80 Satyajit Ray, puis tout le cinéma, ce qu'on appelle l'Inde du Sud, Canada, Karnataka, Malayalam, enfin Kerala, qui sont très bien. Et en 81, j'ai découvert au Festival des Trois Continents, il y avait un hommage à Lino Brocca, dont on connaissait un peu les films grâce au Festival de Cannes. Était passé le film que vous allez voir ce soir, Restauré in Siang, qui était sorti aux Philippines en décembre 1976 et qui a été montré à Cannes 2 ans après, ce qui est incroyable. Maintenant, c'est plus court les délais. En 78, in Siang. Il y a eu aussi après Bona, Jaguar, Manila qui est de 75 est sorti après. Donc les Trois Continents, qui est un très bon festival de frères Chavado, ont fait un hommage au cinéma philippin en novembre, décembre 80. J'étais là, il y avait Pierre Rissian qui était là, que je connaissais aussi, vous le connaissez, il viendra très légitimement vous parler de Lino Brocca, je crois, à la fin du cycle. Et lui aussi, par rapport à toutes ces cinématographies-là, était quelqu'un d'important, qui a beaucoup compté. Et il était là en présence de Lino Brocca, que j'ai rencontré aussi à l'occasion, que j'ai rencontré après, j'ai fait un entretien avec lui à Cannes, avec Assayas. Mais c'était avant même d'ailleurs, c'était en été 81. Et j'ai rencontré d'autres reprises après. Ce panorama, ce philippin m'a fait découvrir une cinématographie que je ne connaissais pas, à part Lino Brocca. Il y avait des cinéastes des années 30, ce qu'on appelle les sarsuelas, des films musicaux, qu'avait rapporté un ami de Lino Brocca, qui est lui aussi décédé, qui est Agustin Soto, Amin Soto, qui a été quelqu'un de très important, parce que c'est lui qui a fait la filmo de Lino Brocca dans Positif, qui a été quelqu'un qui s'intéressait à l'histoire du cinéma, grâce à qui on a pu avoir beaucoup de choses. Donc j'ai découvert des vieux cinéastes, dont Manuel Condé, qui était un ami de Fritz Lang, qui avait fait l'American Guerrilla des Philippines, un Genghis Khan qui était magnifique. J'ai vu les films de Gerardo León, qui est un cinéaste magnifique. Donc j'espère, je ne sais pas si vous avez vu, mais 24 heures, El Filibusterismo, c'est passionnant. Et j'ai découvert les films de Lino Brocca, je les ai rencontrés. Alors ça c'est un peu le pourquoi je suis là, parce qu'en fait j'ai écrit et rencontré Lino à l'époque, Lino Brocca. Lino Brocca, sa vie, après, je sais qu'après sa mort, en Philippines, ils ont édité en anglais un très bon livre que j'ai eu la chance de recevoir, où il traduisait des articles, des entretiens, des cahiers de positifs, parce que les positifs étaient aussi très très présents sur ce cinéaste. Je parle des revues critiques en France. Mais également, il y a une très grande bibliographie, toute une filmographie complète commentée. Lino Brocca a fait 67 films en peu de temps, c'est entre 70 et 91. Il est mort accidentellement, accident de voiture, en 91, il est né en 39, donc à l'âge de 52 ans. Voilà. Alors, sa biographie, je l'ai lue parce que je ne la connaissais pas, parce qu'il en parlait peu dans ses entretiens. Il est né dans une île, donc il n'est pas de Manille, lui, d'origine. Il adorait son père, qui est mort à l'âge de 6 ans. Quand il est parti, il a été retrouvé assassiné, assassinat politique, pour des obscures raisons. Il était élevé avec sa mère, ça ne s'est pas bien passé, où il y avait des difficultés, enfin, etc. Donc il a une vie assez, je dirais, rocambolesque et assez difficile. Sa mère était institutrice, son père était charpentier, enfin, bateau. Il a été au cinéma gamin, il a vu beaucoup de films américains, enfin ça peut-être vous le connaissez, entendu parler, parce que ça il en a parlé, par contre dans ses entretiens, il était fan d'Esther Williams, les films d'Esther Williams, fasciné par elle, et par le fait qu'elle pouvait nager dans l'eau sans respirer, et se disait, mais il y a que les Américains qui peuvent faire ça, parce que les Philippins ne savent pas faire ça. Enfin, c'est assez rigolo, enfin, la fascination pour ça. Il a fait des études, sa mère voulait ensuite qu'il fasse des études de droit, qu'il a fait sans conviction, ça ne l'intéressait pas. Il a été missionnaire mormon, Lino Brocca, à Hawaï, les années 90. Donc il ne s'entendait pas avec... son père était en prison parce qu'il était bigame, c'était son deuxième mariage. Enfin, il a eu une vie assez compliquée avec sa mère après. Et toute autre histoire. Je vais quand même aller assez vite.
sur le fait qu'il est revenu après aux Philippines en 1998. Quand il était à l'université, il s'est beaucoup intéressé au théâtre. Activité théâtrale, acteur, metteur en scène, troupe, et l'activité théâtrale a toujours été importante toute sa vie, y compris lorsqu'il faisait des films et beaucoup de films. Il a travaillé à la Filipino Educational Theatre Association quand il est revenu en 1998. Il a fait des shows, c'est là qu'il a été un peu repéré. Mais sa culture cinématographique en tant que cinéphile était surtout une culture du cinéma américain. Et il a commencé à travailler pour une maison de production qui s'appelle Léa Productions, où il a fait 9 films, de 1970-72, où il avait une qualité qui plaisait beaucoup aux producteurs, c'est qu'il tournait très vite. C'est-à-dire qu'il écrivait vite, il tournait en 10 jours, 14 jours. Quand un film tournait 22 jours, il trouvait que c'était un tournage très long. Donc il était très avantageux pour ses productions. Mais il n'était pas toujours content des films, il n'avait pas toujours cette liberté. Et il a arrêté 2 ans le cinéma pour fonder sa propre production, maison de production Cinéma Manila, en 1974. Qui a produit notamment Inxiang, qui est le dernier d'ailleurs de la production Cinéma Manila, parce que son premier film a eu un succès énorme, Tining Bang, qui commence très fort sur une histoire de femme qui se fait avorter, de fœtus, etc., qui devient folle. Film très très intéressant, qui a eu un gros succès populaire aux Philippines, mais les autres n'ont peu marché. Il a réussi quand même à tourner beaucoup. Ce qui a changé pour lui, c'est effectivement, ça Christian vous le racontera mieux que moi, c'est quand il a ramené effectivement Inxiang à Cannes, qui a été montré chez Pierre-Henri Delot à la quinzaine des réalisateurs, tout comme les autres après, Bonnat, Jaguar. Manila est sorti en 82 en France, il a été fait en 75. Alors sur Lino Broca, le fait que Lav Diaz rende hommage à Lino Broca, que Raya Martin, qui sont des jeunes cinéastes philippins, rendent hommage à Lino Broca, pourquoi? Lino Broca c'est une comparaison qui est bonne et pas bonne. Mais c'est un peu comme Sam Ben Ousmane pour le cinéma africain au Sénégal. C'est-à-dire que lui voulait faire des films pour le public philippin, le peuple philippin. Quand on lui disait qu'est-ce qui est le plus important au cinéma, éduquer le public. On ne parle même pas d'esthétique et de mise en scène. Et c'est vrai que lui a fait un cinéma. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de place pour Lino Broca dans la configuration du world cinéma d'aujourd'hui. C'est-à-dire un world cinéma avec une sorte d'esthétique assez bien faite, des sujets sociaux, et qui vont dans des festivals, qui font la vie en art house, comme on dit aujourd'hui, et de l'autre un cinéma mainstream, à consommation locale. La position de Lino Broca est une position hybride, c'est-à-dire qui revendiquait un cinéma populaire, un cinéma de série B américain, qui était très fou Les Amants de la Nuit de Nicolas Ray, les Fritz Lang, qu'il connaissait très bien, et d'ailleurs il disait que certains films étaient inspirés de ces films-là, et du film noir, dans sa dimension lyrique, violence, etc. etc. C'est un cinéaste qui aimait beaucoup les stars et les acteurs. Bonnat a été fait par une grande vedette populaire. Après, ils n'ont pas aimé ce que lui en a fait, c'est Nora au Nord dans Bonnat, par exemple, chanson. Donc il aimait toutes ces choses-là. Donc il a une position très particulière de faire un cinéma public, populaire, pour le public philippin, qui a été remarqué et qui a été apprécié à l'étranger, mais sans éviter, je dirais, ce ghetto, ce cloisonnement qu'on peut avoir aujourd'hui entre cinéma art house de festival destination du marché international et des cinéphiles, et un cinéma populaire qui, lui, reste pour la consommation du public local, mais qui ne voyage pas. Lino Broca, là-dessus, était entre les deux. Il a une position très particulière dans le cinéma, ce que philippin pour ça. L'autre chose, c'est que c'était quelqu'un qui aussi est très engagé politiquement. Il faut rappeler quand même, je pense que vous le savez, la dictature Marcos, couvre-feu, etc., etc. Donc c'était quelqu'un d'activiste, mais avec beaucoup de problèmes avec la censure, y compris Inxiang, qui a eu des problèmes avec la censure sur la fin. On ne peut pas faire un film où une fille pouvait à ce point détester et haïr sa mère. C'était pas acceptable, etc. Je vous parlerai du film un petit peu après, mais sans vous le dévoiler. Ce qui l'intéressait, c'est de montrer aussi la réalité de la vie aux Philippines, notamment la vie dans les bidonvilles. Il avait lu un livre dont je ne me souviens plus du titre, mais qui disait justement la vie dans les slums, etc. Et ça l'intéressait beaucoup. Il le connaissait très bien, parce qu'il disait que le théâtre, les nombreux théâtres qu'il avait, des théâtres où il avait sa troupe, il a monté du répertoire classique, à la fois du Sartre et autres, et après des pièces plus activistes politiques, et il avait une
son théâtre était dans un quartier entouré de bidonvilles, donc il connaissait très bien cette réalité-là, ça l'intéressait beaucoup. Quand on évoque Lino Brocca, j'ai lu beaucoup de choses, et il y a des noms qui reviennent, dont celui de Fassbinder. Alors, moi, il faut toujours se méfier des rapprochements, parce que c'est des étiquettes qui aident et puis qui aveuglent, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il tournait beaucoup, c'était un boulimique de tournage, hein. Il tournait 7 ou 8 films par an, il tournait très vite et beaucoup, il avait une... Enfin, il fallait vivre de tournage pour tenir, enfin, chacun a son rapport au cinéma comme ça, plus le fait que c'est quelqu'un qui avait comme sujet les Philippines, quoi. C'est-à-dire comme Fassbinder l'Allemagne, c'est-à-dire c'est quoi ce pays, de quoi est fait cette nation, et de à la fois parler de la Philippine comme entité avec plusieurs positions. La première qui l'intéressait beaucoup, mais qui intéressait aussi Pasolini et d'autres cinéastes, c'est-à-dire la violence, d'où vient la violence, quelle est l'origine d'une violence par rapport au milieu social, par rapport à la misère et par rapport à la sexualité. Ce qui est intéressant aussi chez Lino Brocca, c'est qu'il associe toujours, je dirais, c'est pas seulement le contexte social, la misère, etc., mais il y a aussi, je dirais, la libido, le désir, la sexualité qui rentre en jeu et qui se mêle à tout ça. Et lui ne fait pas abstraction de ça, au contraire, il aime bien ces interactions-là, et cette question même du désir, et de en quoi le désir par rapport au comportement en réaction à la violence, aux femmes qui peuvent tuer, aux hommes aussi, et toutes ces réactions-là. On a parlé à propos de Lino Brocca parfois de ces femmes qui étaient un peu misogynes. Je ne parle pas de misogynie par rapport au style et à la mise en scène, bien sûr, mais par rapport à leur comportement, jusqu'où ils peuvent aller. Là-dessus, vous verrez que dans Yin Xiang, c'est pas mal non plus, il y a quoi faire avec à ce propos-là. Donc il y a cet aspect-là chez lui qui est important, c'est-à-dire c'est quoi la violence et d'où elle vient, qu'est-ce qui la conditionne. L'autre chose, c'était le réalisme, c'est-à-dire le réalisme de la... Et là, ça ne plaisait pas à la politique de Marcos, qui voulait qu'on donne des Philippines une bonne image, et de parler de la vie dans les bidonvilles, l'organisation mafieuse, des gens qui tiennent ça, etc. Et de dire en quoi, qu'est-ce que ça génère cette promiscuité, en quoi cette promiscuité et conditions de vie génèrent des comportements qui provoquent telle ou telle chose. Donc là-dessus, lui, il disait que le cinéma populaire philippin s'inspirait beaucoup de comics et de choses comme ça, où les personnages n'étaient pas très développés. Lui a eu à cœur, si je puis dire, et à corps, si on peut ajouter ça, de prendre des acteurs à la fois qu'il connaissait, qui sont devenus des vraies vedettes, comme Philippe Salvador ou Hilda Coronel, qui joue dans Yin Xiang et dans d'autres plus connus comme Nora Honor, mais qui sont des vrais corps, des vrais acteurs, avec un souci d'ancrage réaliste, justement, de ces corps et de ces êtres dans des milieux lui-même donnés. Donc, Lino Brocca était quelqu'un qui m'a aussi appris en tant que journaliste, parce que je débutais aussi comme journaliste, mais le rôle de la critique aussi, qui fait qu'en défendant ou en parlant d'un cinéaste, ça le renforce politiquement dans son propre pays. J'ai découvert ça avec plein d'autres après, enfin, soit Kiarostami et autres, mais bon, c'est avec Lino Brocca que j'ai eu conscience de ça, et du rôle qu'il peut y avoir à le défendre, en parler, et faire en sorte que ça le renforce sa position, et ça permet de travailler sur le livre, parce qu'il y a des enjeux de rapport de force dans le cinéma qui sont très importants, auxquels Lino Brocca était très sensible. Il était très engagé politiquement, manifestations, l'argent qu'il gagnait, c'était du matériel pour les manifs et tout, etc. C'est quelqu'un qui a été aussi assez déçu à la chute de Marcos, avec le nouveau gouvernement, pour lesquels il s'est beaucoup engagé, y compris dans le cinéma, mais auquel il s'est retiré. Il a même fait un film en 89 là-dessus, plus ou moins, Aura Pro Nobis, qui est produit par Canon, ça s'appelle comment Fight With Us, en français, je ne sais plus le titre, mais enfin, bon, 89, qui racontait un peu, à travers 85-86, un peu la désillusion, l'analyse que lui en faisait. Il en a très bien parlé dans un entretien positif, pour dire que finalement, il n'y a pas eu les vrais changements attendus, que les anciens qui étaient au pouvoir étaient toujours là, et que tout d'un coup, il y a une sorte de déception. Donc il avait été aussi très très déçu par ces changements-là. Alors, le Yin Xiang, le film lui-même, le film a été produit par sa propre compagnie, Ciné Manila, avec une femme qui apportait de l'argent, parce qu'il y avait des difficultés. Ces films ne marchaient pas tant que ça. Mais bon, c'est pour ça que Cannes est venu au bon moment pour lui, il a aidé, il a permis de continuer de faire ces films. Ça se passe donc dans des bidonvilles. C'est une relation la relation tendue et violente et compliquée entre une mère et sa fille, avec une histoire d'amoureux,
d'amants, de caïds du quartier, et ça va très très fort, et il a eu des problèmes avec la censure. Originellement, le film a été fait pour la télévision, en 1974. Il a été fait avec la collaboration d'un quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec lui, qui est un scénariste qui s'appelle Mario O'Hara. Il a aussi beaucoup travaillé avec un producteur exécutif et chef-op, Mike DeLeon, qui est aussi un cinéaste dont j'ai vu les films. C'est vrai que par rapport à la génération d'Ino Proca, il y a eu Peke Gallaga, il y a eu Ismaël Bernard qui est intéressant aussi, Eddie Romero et Mike DeLeon, mais effectivement le plus intéressant c'est sans doute Lino Brocca, dont je n'ai pas vu tous les films, j'en ai vu pas mal. J'en ai vu à Pesaro en 83 quand c'était Marco Muller qui s'occupait de la programmation. Autant il y avait le vénérable Lino Mechique. Et j'avais vu effectivement beaucoup de films de Hong Kong, de Vietnam et de Philippines, parce qu'il avait fait un livre d'ailleurs vert que j'ai tout le temps chez moi, qui est bien, pour parler de tout ça. Je m'éloigne. Le film a été tourné dans des bidonvilles. Il connaissait bien des gens pour pouvoir avoir des autorisations de tournage, parce que vous imaginez, c'était compliqué Lino Brocca parce qu'il tournait dans une zone de bidonville qui était tenue par 2 gangs différents. Donc il tournait entre les 2 zones, donc ils ont réussi à s'entendre les 2 gangs pour que le tournage se passe bien. Et il était aussi très informé de la façon dont les gens vivaient. Là-dessus, il était très documenté, et c'est ce qui ne plaisait pas de raconter cette réalité-là qu'on ne voulait pas. Donc il avait un peu son entrée. Le film a eu des ennuis avec la censure par rapport à la fin, mais je ne peux pas en parler parce que vous n'avez sans doute pas vu le film. Je ne vais quand même pas vous dévoiler le film, mais la fin, vous ne pouvez pas accepter qu'une fille puisse avoir une haine mortelle de sa mère, c'était choquant et inadmissible. Voilà. Donc il s'en est rattrapé avec une scène de prison, vous verrez, mais je ne vais pas vous en dire plus. Ce qu'il y a de très tonique dans le cinéma de Lino Brocca, c'est qu'effectivement il y a un amour à la fois du cinéma américain qu'il a vraiment nourri. Il a besoin des stéréotypes, d'un certain lyrisme, d'une emphase, d'un goût à la fois de la violence et de la réalité, et d'un cinéma populaire. Et c'est là-dessus, j'aurais juste terminé là-dessus, c'est un peu brouillon ce que je raconte, mais il a été énorme pour le cinéma philippin, parce qu'il y a eu des cinéastes importants auxquels lui rendait hommage, dont Gerardo de Leon, mais bon, il a réussi dans le système mainstream commercial à faire un cinéma qui parle de la réalité des Philippines, de la religion aussi, parce que ça c'est un sujet important chez lui par rapport à la culpabilité, la faute, etc. Il a été mormon parce qu'il avait prendre ses distances avec les catholiques qui sont très présents aux Philippines, parce que l'Espagne est passée par là et elle y est passée très très longtemps, enfin toute la culture des semaines saintes, etc. Donc il y avait des réserves là-dessus, et c'est vrai que chez lui, la notion de conditions sociales, misère et religion sont des choses qui sont extrêmement importantes dans son univers. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un cinéaste de la fois qui aime beaucoup les acteurs et les personnages et les corps, qui est passionné par cette violence, à la fois ce que je disais au début, c'est qu'est-ce qui la conditionne, qu'est-ce qui la provoque, jusqu'où elle peut aller dans les rapports intimes, familiaux, conjugaux, etc., tout en décrivant une réalité qui à l'époque était subversive, parce qu'il n'était pas question de parler de la Philippine dans son sens-là. Donc là-dessus, il a ouvert la voie à tout le cinéma philippin, qui lui doit tout, et la preuve, c'est que David Diaz, qui fait un cinéma plus expérimental, parce qu'aujourd'hui, ils ont eu du mal à exister dans le système commercial. Là-dessus, Lino Brocca est quelqu'un de tout à fait passionnant. Je ne sais pas lesquels films passent de la rétro, mais il faut voir Manila, il faut voir Bona, il faut voir Jaguar. Controversial, c'est intéressant. Tinning Bank, je ne sais pas s'il passe, mais non, pas grave. Mais bon, mais il faut les voir, parce que c'est quelqu'un de vraiment, à la fois, comme on dit, dans le creux, et à la fois tout à fait passionnant. Et encore une fois, c'est un modèle de cinéma qui est très rare dans le monde d'aujourd'hui, parce que, encore une fois, il y a le cinéma, le bon cinéma marche toujours sur 2 pieds, on dit le cinéma d'auteur, qui n'a pas de public dans son propre pays, mais qui est reconnu par les critiques et les festivals, et un cinéma populaire. Avec Lino Brocca, vous avez l'alliage des deux, et là-dessus, il y a très peu de cinéastes dans le monde qui ont ça, quoi. Voilà. J'espère que ça a été pas trop long, hein. Si un peu quand même, un peu confus, mais bon, mais ça vaut le coup, hein. C'est vachement bien, ouais. C'est vachement bien. Merci. C'est vachement